Bienvenue dans Épargnez-moi les détails, le podcast qui booste vos envies d'investir. L'épargne est un enjeu de société. Vous voulez passer d'épargnant à investisseur? Alors ce podcast est fait pour vous. De l'éducation financière, des solutions qui correspondent à vos aspirations et qui sont adaptées au mode de consommation d'aujourd'hui. Je suis Didier Testo, journaliste, fondateur de la Bourse et la Vie TV, et chaque mois, je recevrai Christophe Descohan, le fondateur de MoneyOne.fr. Il cassera les codes, sortira des sentiers battus financiers et réinventera l'épargne immobilière pour une nouvelle vision de vos finances personnelles. Christophe Descohan, bonjour. Bonjour Didier. Alors, investir green ou investir durable en français, en bon français, est-ce vraiment possible? Alors oui, tout à fait, c'est possible. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, on vit un vrai paradoxe. Quand on épargne, c'est pour gagner de l'argent. Et donc, il ne faut surtout pas être dans une réflexion court terme. Alors, je vais essayer de m'expliquer sur cette logique de paradoxe. Il y a un sujet éthique, une prise de conscience des individus, elle est incontestable. Tout le monde on a vécu un été extrêmement compliqué en France, des incendies, des sécheresses, tout le monde a vu pendant ses vacances des lacs desséchés qui sont devenus des flaques, etc. Il y a une accélération de la prise de conscience. Je pense que c'est aussi vrai pour les entreprises, et puis il y a une réalité éthique, etc., etc. Donc tout ça va dans le bon sens. Après, le paradoxe, il est que depuis le 1er janvier, fallait avoir investi sur des énergies fossiles pour gagner le plus d'argent possible. Donc c'est très très compliqué côté investisseur de mixer une logique de je veux être durable à une logique de performance. Alors là encore une fois, c'est un raisonnement qui, de notre point de vue, dans la durée sur de l'épargne n'est pas le bon. Parce que oui, il y a une vraie compatibilité à moyen-long terme, sur de l'épargne moyen-long terme, entre une logique durable et une réalité de génération de surperformance par rapport à du non-durable. Même si ça peut paraître un peu étrange aujourd'hui, puisque effectivement, c'est du non-durable qui performe de manière assez étonnante. Mais on sait aussi que c'est pour de mauvaises raisons, conflits, etc., etc. Alors justement, si on se positionne sur du moyen terme, quels arguments militent en faveur de cet investissement durable, selon vous? Alors, il y en a plusieurs, mais le principal et le fondamental, il est que, je l'évoquais en préambule, il y a une logique éthique des entreprises qui font qu'elles sont obligées de prendre des décisions, qu'elles n'ont pas d'autre choix et qu'elles commencent sérieusement à le faire. C'est pas parfait, ça va prendre un petit peu de temps, mais malgré tout, c'est devenu quelque chose d'important et donc ça va, dans la durée, constituer quelque chose. Et puis la deuxième, surtout, c'est même si on est dubitatif sur la capacité d'un gérant à générer de la surperformance avec du durable versus du non durable, je pouvais à peu près le comprendre il y a une dizaine d'années. C'était parfois compliqué techniquement à justifier et à expliquer. Là, c'est inexorable puisque incontestablement, le non durable sera pénalisé dans la durée aujourd'hui. C'est une certitude. Donc, il y aura une surperformance du durable. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre si on parle d'un deuxième argument en faveur toujours de cet investissement durable, qu'est-ce que vous mettez? Alors, il y a un autre aspect qui va être plutôt autour d'un sujet réglementaire, on va dire. Voilà. C'est la réglementation, elle impose de plus en plus aux structures de distribution et aux asset managers d'ailleurs de venir flécher l'investisseur vers une information extrêmement claire en termes de préférence de durabilité. Donc, ça va aussi permettre à l'investisseur d'un peu mieux appréhender la réalité de ce qui se passe d'un point de vue durable dans son investissement, quelque chose qui est important pour l'investisseur, on l'entend tous les jours, mais il a du mal à le quantifier, à le comprendre. Cette logique réglementaire devrait réussir à lui donner un peu plus d'informations et donc peut déclencher, quand on revient à cette logique de prise de conscience, de philosophie éthique, à quelque chose qui va redevenir normé. Évidemment, il faut que ça soit adossé à une logique de performance, puisque c'est pour ça qu'on investit. Mais ce que je disais préalablement, on en est assez fortement convaincu. Après, sur cette logique de réglementation, nous, notre sujet, on trouve qu'elle va dans le bon sens. On peut être que d'accord, on fait de l'ESG depuis des années, on est filiale d'une entreprise à mission, il y a aucun sujet là-dessus, ça fait partie de notre ADN. Maintenant, je pense qu'elle est extrêmement mal faite. Donc après, Rome, c'est pas fait en un jour, mais il est, sans rentrer dans des détails techniques qui pourraient apeurer les gens, mais on nous a parlé de SFDR, on nous a parlé de label ISR, là on nous parle de préférence de durabilité. Dans préférence de durabilité, on nous parle de taxonomie. C'est incompréhensible pour l'utilisateur. Donc charge à nous, distributeurs, de mettre la pédagogie qui va bien autour de ça, de donner les bons niveaux d'explication de manière à expliquer clairement la valeur ajoutée que ça génère. Voilà, il y a encore des progrès à faire. Alors, pour vous, comment vous allez participer à cet investissement durable, justement?
Nous, évidemment, on va venir, ce que je vous disais là, intégrer de la pédagogie, etc., autour de tous ces critères, autour de ce que ça génère en termes de surperformance, de bien fondé, pourquoi c'est censé et quels sont les sous-jacents des produits que vous achetez et pourquoi ils seront à valeur ajoutée dans la durée, incontestablement, versus le non durable. La deuxième chose, c'est que si vous achetez un produit qui est efficace en durabilité et en performance, mais que votre distributeur, celui qui vous le commercialise, lui, il est néfaste d'un point de vue environnemental, par exemple, alors vous annulez complètement l'intérêt de ce que vous venez de faire. Donc au même titre que je l'ai souvent dit sur les fees, regardez la performance faciale d'un produit, c'est bien, regardez les frais que vous allez payer par la distribution, c'est mieux, puisque c'est partie intégrante de la distribution. Il faut donc regarder et le produit et le distributeur. C'est exactement pareil sur la logique ESG. Qu'est-ce que j'achète? Est-ce que c'est cohérent par rapport à l'ESG? Et est-ce que mon distributeur fait un effort? À titre d'exemple, nous, depuis plusieurs années, ce qu'on fait, c'est que vu que la perfection n'est pas de ce monde et qu'il est impossible d'investir dans du zéro carbone absolu aujourd'hui, il y a toujours une dépense de quelque chose d'un point de vue énergétique, eh bien on vient compenser ces émissions carbone pour essayer de rapprocher le plus possible notre investisseur d'une neutralité carbone. Un mot de conclusion, investir green, c'est possible? Donc investir green, en conclusion, oui, c'est possible. Il ne faut pas avoir un raisonnement qui est exclusivement court terme. Il y a toujours des événements de marché qui créent des particularités. Sur la durée, ça sera générateur de performance, incontestablement. La réglementation, de toute façon, va nous emmener dans une logique de plus en plus de transparence et d'information auprès de l'utilisateur de manière à ce qu'il l'appréhende beaucoup mieux. Et enfin, sélectionnez bien votre produit et aussi et surtout bien votre distributeur. Merci Christophe Descaux. Merci Didier. MoneyOne.fr, investir, maintenant c'est comme ça. Investir comporte des risques, notamment de perte en capital et de variabilité des revenus. Prenez-en connaissance.